Bonjour, bienvenue sur TV Land, votre télévision locale pour cette édition du 22 mars 2021. Voici le sommaire. Chaque année, au moment des fêtes de Noël, le Kiwani Club Dax organise une collecte de jouets sur Dax qu'il redistribue aux différentes associations caritatives de la ville. En décembre dernier, l'association a reçu une quantité importante de tables, chaises, bancs, pupitres, rangements pour jouets et a décidé d'en faire don à la ville de Dax. Ainsi, jeudi 18 mars, le Kiwani Club a remis à Marie-Constance Loubert-Berthelon, adjointe déléguée à l'éducation, et à Sarah Péchaudral-Dourte, adjointe déléguée aux affaires sociales et à la santé, plus de 80 petits mobiliers pour enfants, pour les écoles maternelles ainsi que les crèches de la ville. Un grand merci aux donateurs, ils vont faire des heureux. Sujet plus grave maintenant, les agressions sexuelles qui malheureusement sont trop souvent d'actualité ne se passent pas que dans les films. Même dans nos grandes surfaces, nos enfants ne sont pas à l'abri. Les services de sécurité sont là pour la protection de tous. La sous-préfète a reconnu le professionnalisme des agents de sécurité qui ont réussi à remonter la piste et permis d'appréhender le délinquant sexuel mis en cause. Explication. C'est dans l'allée Saint-Thomas du Grand Mail qu'avait eu lieu la remise d'une lettre de l'ancienne sous-préfète de Dax à 4 agents d'Action Sécurité, afin de saluer leur professionnalisme dans l'identification d'un auteur d'infraction à caractère sexuel dans le magasin en décembre dernier. On brasse une population qui est relativement importante, on a plus de 2,5 millions de visiteurs par an, donc forcément il peut se passer ce type de manifestation dramatique. Et donc notre rôle, encore une fois, c'est de faire en sorte que nos clients, à n'importe quel moment, puissent être sécurisés de toutes les manières possibles. Dès que notre agent a pris contact avec le jeune garçon qui manifestement n'était pas bien du tout, nous l'avons immédiatement pris en charge et mis en sécurité au niveau du PC sécurité, tout en maintenant nos recherches de l'individu s'il était encore présent sur site. Nous avons immédiatement contacté les forces de l'ordre, en respectant bien entendu tous les textes réglementaires, et contacté bien entendu ses parents. À partir de là, nous avons eu un échange avec le jeune garçon pour qu'il nous donne un maximum de détails afin d'identifier l'individu. Immédiatement, nous avons mis en place tout le dispositif concernant ce genre de situation qui est déjà anticipé et réfléchi en amont par nos services. Un véritable travail d'équipe, et notamment lorsqu'il a fallu sans relâche visionner les nombreuses heures de vidéos des caméras du centre commercial pour qu'enfin l'individu soit repéré, tracé et identifié. On peut perdre très vite le pied, parce que les recherches prennent un certain temps. Il ne faut pas se décourager. Et puis c'est du travail d'équipe. On s'encourage entre nous. On est très liés. C'est toute cette énergie qui fait que finalement, quand on doit faire des recherches, on les fait jusqu'au bout et on met tout le cœur à l'ouvrage, quoi. Une intervention qui aura permis de mettre en lumière les nombreuses compétences des agents d'Action Sécurité. Les agents, lorsqu'ils sont dans une galerie marchande comme ça, ne croisent pas les bras, ne restent pas sans rien faire. On leur demande d'être aux aguets, on leur demande quand même de regarder un peu ce qui se passe, de se pénétrer un peu de l'ambiance quand même, parce que c'est quand même important. Je pense que ça a bien démontré, je dirais, le professionnalisme de nos agents, la capacité de réaction surtout, qui est très importante. Et puis ça a permis d'obtenir, je dirais, un beau résultat pour mettre hors d'état de nuire un délinquant récidiviste. D'ailleurs, la société Action Sécurité et ses membres ont vu en cette lettre comme une reconnaissance de l'État vis-à-vis de leur profession. C'est une fierté, un honneur et presque une forme de reconnaissance. On voit bien que notre secteur d'activité, que notre métier évolue. On ne peut plus le faire comme ça au hasard. C'est devenu vraiment une profession depuis 2012. On a la carte professionnelle, on a ces formations qui nous sensibilisent, on a ces recyclages qui nous sensibilisent, on a ces maintiens des compétences qui nous sensibilisent encore aussi et nous permettent d'être vigilants sur la sécurité des personnes qui fréquentent l'établissement. Voilà. Je n'oublie pas que en fait, ces remerciements vont à la fonction que j'occupe et que nous occupons. J'espère, en tout cas j'ai espoir que ça aurait pu être n'importe quel autre agent d'Action Sécurité, le travail aurait été fait exactement pareil. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui personnellement nous sommes remerciés, mais je
dédicace où je dédie ces remerciements des autorités et de la préfecture et du centre commercial vraiment à l'ensemble de nos équipes et à l'ensemble de l'entreprise, puisque nous sommes présents sur différents sites et c'est vraiment pour tous ces collègues que ces remerciements vont. Voilà. Et maintenant, place aux anciens combattants de la FNACA qui se sont retrouvés comme tous les 19 mars pour commémorer les victimes de la guerre d'Algérie. Une cérémonie intimiste pour cause de Covid. Comme chaque année le 19 mars, la ville de Dax et la FNACA avaient organisé une cérémonie en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Depuis 1962, chaque année on vient au monument aux morts respecter la mémoire de ceux qui ne sont pas là, quoi, qui sont partis. Au départ c'était une guerre qui n'était pas une guerre, c'était une pacification, quoi, bien sûr, mais c'est devenu guerre après. Parce que c'est aussi vilain que la guerre. Il y a autant de victimes que pendant la guerre. La paix n'était pas encore là. Mais une guerre de 8 années allait s'achever. Un horizon se dessinait. Celui de la sortie d'un conflit usant, âpre, déchirant et à bien des égards dramatique. Les jeunes, on ne leur en parle pas assez de la guerre d'Algérie. Dans les écoles, ils commencent à en parler. Peut-être que ça viendra. Nous, on l'a connu. Mais les jeunes, maintenant, ils ont la belle vie. Enfin, si on peut dire, ils ne savent pas ce que c'est que la misère ni rien. Mais nous, la guerre, on l'a vécu durement, et tout. Et on est traumatisés. Certains sont traumatisés encore. Une commémoration particulière cette année en raison de la pandémie. Mais la crise sanitaire n'avait rien enlevé à l'importance et l'émotion de cette cérémonie. Cette année, c'est très simple, puisqu'à cause du Covid, mais autrement, il y a une cérémonie et on se recueille au monument aux morts, et voilà. Mais hélas, la FNACA elle-même, un jour ou l'autre, elle va disparaître, parce que nous sommes appelés à disparaître. Mais il faut bien se regrouper avec tous les anciens combattants pour perpétuer la suite, quoi. Concernant le Covid, précisément, n'oublions pas que même si les beaux jours sont là et donnent envie de se retrouver après un hiver morose, il faut rester en alerte car le taux de positivité est en légère hausse. Pour retrouver une vie normalisée au plus vite, la vaccination va s'accélérer dès la première semaine d'avril avec 3 fois plus de doses de vaccin Pfizer par rapport au début mars et des centres de vaccination encore plus nombreux. Au centre de vaccination de Morsinx ouvert depuis mardi 9 mars va s'ajouter dès lundi 22 mars après-midi le centre de vaccination de Souston et mardi 23 mars celui de Saint-Martin de Seignance. Une antenne du centre de Morsinx s'installera à Tartast le 13 avril. Ce sont ainsi 14 centres de vaccination qui seront en plein fonctionnement, auxquels il faut rajouter le 15e centre de vaccination mobile qui sera la semaine prochaine à Gabarret. Aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, c'est la journée nationale de l'eau, un élément très précieux pour tous et surtout pour les agriculteurs. Le 3 février dernier, le tribunal administratif de Pau a annulé l'autorisation unique de prélèvement du bassin de l'Adour. Ce sera donc pour 4 500 irrigants et 145 000 hectares de terres agricoles, une baisse de 30 à 50% des autorisations de prélèvement de l'eau. Le comité syndical d'Irrigadour a décidé de faire appel de ce jugement et déposer une demande de sursis à exécution. Si vous êtes intéressé ou concerné par le sujet, le réseau FDSEA 40 vous donne rendez-vous le mardi 23 mars à 11 h au parc de Peyraud sur la commune de Morin pour vous présenter les incidences de cet incompréhensible acte juridique. Restons toujours près de l'Adour avec les élèves du BTS Développement et Animation des territoires ruraux que nous avons rencontrés pour nous parler du projet qu'ils ont mené. Racontez-nous l'Adour. Je cède la parole à Cléa, Maëva, Sarah, Alicia, Jimmy et Guillaume-Emilien. Bonjour. Aujourd'hui, pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir... Alors, j'ai pris ma petite fiche parce que ce sont des élèves qui sont en BTS DATR, alors Développement, Animation des territoires ruraux. Donc, bonjour Maëva. Bonjour. Bonjour Cléa, si je n'ai pas dit de bêtises. Bonjour. Ça. Et donc Cléa, vous êtes la chef de projet de ce projet le long de l'Adour que l'on va discuter puisque aujourd'hui c'est la journée nationale de l'eau.
et on va voir ce que vous avez fait pour organiser cette journée-là. Donc, on va commencer par une question toute simple. C'est quoi les territoires ruraux, très exactement? Alors, les territoires ruraux, c'est tout simplement la campagne. On a différents types de territoires, urbains, périurbains, rural et rural profonde. Nous, notre BTS est dans le rural, voilà. Et donc, dans le cadre de vos études, on vous demande de faire un projet, de créer un événement, puisque vous êtes en développement, animation justement de ces territoires. Exactement, c'est ça. Donc on nous demande en fait, du coup, dans ce module-là, de faire un événementiel, donc c'est-à-dire dynamiser en fait un village, que ce soit pour le futur, etc. Donc on est vraiment sur le fait de dynamiser un territoire. Voilà. D'accord. Et donc, le lycée vous fait diverses propositions, si j'ai bien compris, et vous en avez choisi un, c'est ça? C'est ça. Donc, en fait, on avait 4 projets, 4 chefs de projet avec des thématiques bien différentes. Ça s'est fait sous forme de débat avec ces 4 chefs de projet pour choisir le projet et le choix de l'équipe. Voilà. Donc, vous êtes chef de projet, donc c'est Cléa qui est chef de projet. Oui. Et qu'est-ce qui fait que vous avez pris celui-là plutôt qu'un autre? Alors, j'ai tout simplement choisi le projet en rapport avec la Journée mondiale de l'eau, parce que j'ai fait mon stage en fait aux archives départementales des Landes et j'ai travaillé donc sur le projet Adour. Et donc j'étais quand même pas mal imprégnée de ce fleuve et de son histoire. Du coup, j'avais les arguments pour avoir ce projet. Alors, vous avez constitué une équipe. Comment vous l'avez constituée? Il y avait des règles, il y avait des logiques? Alors, c'était avec un choix entre les 4 chefs de projet. On choisissait les différents élèves par rapport à leur motivation. Leur motivation. Ouais, c'est ça. Leur motivation, leur centre d'intérêt et chaque leur élève capacité, choisissait voilà. le groupe dans lequel il voulait être, quoi. Alors là, pour le moment, vous êtes toutes les deux. Donc, Maëva, toi, tu étais plutôt chargée de la communication dans le projet, c'est ça? C'est ça, exactement. J'ai pris pas mal de contacts avec les radios, les télés, du coup, les journaux, etc. Donc, ouais, c'était plutôt ma partie. D'accord. On va voir tout à l'heure Jimmy et Alicia. Ça, et puis, ont aussi participé, on ne va pas les oublier, Sarah et Guillaume. Ouais, voilà, donc vous étiez une équipe de 6 pour mener à bien ce projet. Comment vous avez décidé ce projet, justement, une fois que vous l'avez décidé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un commanditaire? Expliquez-moi un peu cette phase qui a été, je présume, importante. Donc en fait, on a eu notre commanditaire qui est le CIMAL, donc le syndicat moyen adourlandais. Ils nous ont proposé de faire carte blanche. Donc ça a été un petit peu compliqué parce que du coup, on avait un large choix. On avait pensé d'un côté à un concours photo, un concours dessin, mais au vu de la crise sanitaire, vraiment le podcast, il a vraiment séduit. Ça a changé un petit peu, ça pouvait toucher du public plus jeune, donc c'est celui-là qui a été décidé. Voilà, d'accord. Donc là, c'est vraiment le commanditaire qui vous a dit on veut que vous nous racontiez l'Adour, quoi, finalement. Ça. Et en fait, ils ont eu une réunion en fait entre syndicats, donc avec tous les membres, et donc vraiment le projet a séduit complètement à l'unanimité, quoi. Donc vous avez amené un projet déjà fait ou après il a fallu le travailler? Ah, on l'a créé de A à Z complètement. Donc il n'était pas du tout pré-créé. Donc, eh bien, on va voir comment vous l'avez créé. Donc, on va regarder déjà la fiche de la Journée nationale de l'eau. Pour changer d'intervenant, on va accueillir Jimmy et Alicia, qui, eux, vont nous expliquer comment vous avez travaillé ce projet. C'est ça. À tout de suite. À tout de suite. Donc, j'accueille Jimmy. Bonjour. Bonjour. Alicia. Bonjour. Oui, je ne me suis pas trompé. Hein. Donc, vous allez nous raconter comment vous avez créé ça. Parce qu'avoir une idée, c'est bien, il a fallu la mettre en forme. Donc, quel a été le premier travail une fois que vous avez constitué votre équipe et votre choix? Donc, déjà, ça se déroule en 4 phases. Donc, il y a l'imprégnation. Donc, c'est là où on s'imprègne du sujet. Donc, on s'imprègne du CIMAL, de l'Adour, de comment créer un podcast, des podcasts créés auparavant, etc. Ensuite, peut-être Jimmy, tu peux dire la suite. Ouais, ensuite, du coup, il y a la conception. Donc c'est là où on a créé le podcast, où on a contacté les partenaires de diffusion, on a contacté les monteurs, etc. On a aussi contacté les personnes à interroger. Et du coup, ensuite, il vient la partie réalisation. C'est là où on a été filmé sur les lieux qui ont été choisis avec l'accord des participants. Donc il y a eu pas mal de réunions pour mettre en place, d'écrits, vous avez fait un script, comment vous avez fait?
Alors, chaque semaine, souvent c'était le jeudi après-midi, on avait des réunions donc, avec notre commanditaire pour qu'elle suive aussi notre projet, puisque c'était un peu à distance avec le Covid. Et après, voilà, c'est le script, on se l'est fait nous-mêmes. Et pareil, on l'a validé par le commanditaire. Et nos profs aussi nous ont quand même un peu aidés. Quelle a été la plus grande difficulté que vous ayez rencontrée? Parce que ce n'est pas votre métier de faire ce genre de choses. Donc, c'est vos premières découvertes, même si vous espérez en faire votre métier. Quelle a été la plus grande difficulté pour vous? Moi, personnellement, je pense que c'était le fait de tourner soi-même, de cadrer, de prendre le bon son, de se mettre, avoir les bons chants, tout ça. J'avais jamais fait ça. Et du coup, moi, je pense que pour moi, personnellement, ça a été ça le plus compliqué. Et pour toi, Alicia, qu'est-ce qui a été compliqué? Pour moi, un peu comme Jimmy, on ne sait pas trop comment faire pour tourner, etc. Et ce que j'ai trouvé dur, c'est qu'on a eu carte blanche, du coup, le temps de s'y mettre, etc., de trouver le bon projet, ça a été quand même un peu difficile. En regardant, puisque moi j'ai eu la chance de voir le résultat avant tout le monde, comment ça s'est passé avec ces gens qui venaient vous raconter leurs histoires et qui sont des gens de tous les jours? Quel contact et comment vous avez fait pour établir le contact et pour les mettre à l'aise? Parce qu'ils le vivent très bien, leurs histoires, ils nous les racontent très bien. Alors ces personnes, en fait, si vous voulez, on les a contactées par téléphone d'abord. On a ensuite commencé à discuter avec eux par téléphone. Ensuite, on a essayé de caler un rendez-vous avec eux pour les voir en physique et discuter encore autour. Mais généralement, c'était des gens qui avaient déjà l'habitude de raconter ces histoires-là. On avait ciblé un petit peu des gens qui avaient déjà pratiqué un petit peu des vidéos en partenariat avec d'autres lycées, des écoles, etc. etc. Et puis après, c'était des personnes avec qui le CIMAC travaillait déjà ou avec qui ils avaient déjà travaillé. Du coup, comme l'a dit Jimmy, ils connaissaient déjà bien leur sujet, du coup c'était plus simple. Je rebondis un peu sur le problème technique que tu as soulevé, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Nous, je le vois bien, on en est dedans toute la journée. Mais quand on se retrouve confronté comme ça, comment vous avez fait pour passer ce cap-là, pour arriver à faire une bonne réalisation, justement? On a essayé, en tout premier lieu, on a eu un rendez-vous au montage avant de commencer à tourner. Il nous a expliqué un petit peu, il nous a donné quelques clés. Donc on a essayé de faire avec les conseils qu'il nous a donnés. Puis on s'est un petit peu renseigné, on a regardé sur YouTube ce qui se faisait, tout ça, les plans. Et puis une fois lancé, le premier est compliqué, deuxième ça va, troisième ça va, et puis après on enchaîne. D'accord. Maintenant, une fois qu'on a tourné, qu'on a réussi, le montage, justement, vous venez d'en parler. Donc là, vous l'avez fait faire par un monteur. Oui. Parce que là, c'était important, c'était trop... Ouais, c'est ça, on n'a aucune compétence en montage. Donc, Et quel dialogue vous avez établi avec lui pour arriver à ce qu'il retranscrive votre idée, puisque c'est la difficulté avec un monteur, c'est que lui, il monte, justement. Comment vous avez fait pour lui expliquer ce que vous vouliez? On a fait une sorte de trame aussi où on lui a expliqué quelles animations on voulait, à peu près la durée qu'on voulait. Et après, on est du coup allé avec lui pour lui donner tout ce qui a été filmé. Et on a commencé un peu avec lui pour bien voir et bien cibler ce qu'on voulait. Après, il a fait tout seul et on a validé ou pas. Voilà. Dans l'ensemble, ça correspond à ce que vous attendiez? Ouais, dans l'ensemble, ouais. D'accord. Donc là, on va regarder quelques photos justement que vous nous avez fournies de ce tournage ou de ces différents éléments dont on vient de parler. Photos. Alors, on va aller regarder le résultat. Avant de regarder le résultat, j'ai deux questions qui me restent. C'est pourquoi épisode 1? Alors, on a décidé de l'intituler épisode 1, ou partie 1, parce qu'en fait, on a l'intention de donner ce projet pour l'année prochaine à d'autres étudiants en BTS qui feront du coup une partie 2. Donc en fait, l'explication, c'est qu'on a filmé seulement qu'une seule partie du territoire sur ce reportage. Et donc, ça aurait fait un petit peu bizarre si on aurait mis la grande carte avec... exactement toutes les villes et qu'on n'ait qu'une seule partie, en fait, ça aurait fait un petit peu bizarre. Donc, on a vraiment choisi de l'intituler partie 1 pour vraiment délimiter le territoire, en fait. D'accord. Donc là, on va partir du début, c'est-à-dire Barcelone. Tout ce qui est en amont, c'est ça. Et on vient jusqu'à... on est jusqu'à à peu près Mugron. Mugron. Et après, le prochain, ça sera après Mugron-Dax pour aller jusqu'à l'embouchure. Exactement. Et... qu'est-ce qu'on va trouver dans ce film qui dure à peu près une vingtaine de minutes? Alors, au gré de ma promenade sur la Dour, qu'est-ce que je vais rencontrer? Alors, concrètement, notre reportage est en fait de l'amont à l'aval, d'où le petit échassier qui va se promener sur cette carte et à travers les différentes villes
qui bordent l'Adour. Et on va retrouver des interviews, des témoignages historiques, anecdotiques, aussi des métiers qui bordent l'Adour, des éleveurs de chèvres, voilà. Voilà, donc on va retrouver la vie que l'on peut rencontrer, mais même celle qui s'est déjà déroulée avant nous. Exactement, c'est ça. On va voyager. C'est ça. C'est le but. C'est le but. Alors, eh bien, on va faire découvrir votre reportage à tous nos téléspectateurs. Ouais. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous voir. Merci à vous. Et puis, j'espère que vous aurez beaucoup de succès pour ce film. Merci. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, nous sommes ici à Barcelone du Gers. Vous avez derrière moi l'Adour et après derrière le Lez, donc c'est le confluent des deux. Et nous sommes au mois de mars 1814, il y a à peine 207 ans. Napoléon donc a commencé à régner en 1806 et a abdiqué le 5 avril 1814. Et nous sommes bien le 2 mars 1814. Et c'était l'enjeu, c'était sauver la France. Les troupes qui étaient chassées d'Espagne, il fallait les retarder pour ne pas envahir la France. Mais après, qu'est-ce qui gênait tout le monde? C'était toutes les rivières. Les batailles, on les nomme la bataille de la Bidassoa, la bataille de la Nive, la bataille du Gave de Laurent, la bataille du Gave de Pau, la bataille... Et on arrive à la bataille de l'Adour. Il y a Orthez, la bataille à Orthez, où l'armée française est battue. Ils sont obligés de se retirer encore plus... et traverser la Chalosse. Traverser la Chalosse, il faut un endroit stratégique pour passer. Et c'est l'Adour, à Aire-sur-Adour et à Barcelone, qui les intéresse. Pourquoi? Parce qu'ils sont rive gauche et ils mettent des forces rive droite. Mais le problème, il n'y a que deux ponts. Le pont de Barcelone que vous voyez derrière, puisque le pont d'Aire a été emporté en 1791, il n'y a plus de pont, donc là on ne peut pas passer. Et il y a un gué ici, à 500 mètres en amont. Et ce gué, sur l'Adour, permet à tout le monde de passer. Il y avait une colline derrière qui était facile parce qu'on pouvait y mettre les canons, l'artillerie, et on pouvait empêcher cette armée de passer. Sur Barcelone et sur Aire, donc l'enjeu de Caser, c'était d'amener tout le monde vers ici. Pour que l'armée française puisse passer, il ne fallait pas que l'armée anglaise passe. Donc il y a eu tous ces échanges. Il y a eu beaucoup de morts. Et ici, il y avait donc une armée qui était à Barcelone. L'église était occupée, les batailles faisant rage. Il y a eu des échanges très violents avec les Portugais. Et il fallait se replier. Et l'armée française donc, tenait le coup. Et à un moment donné, ils ont lâché. Mais tout le monde est passé sur ce pont à Barcelone. Mais il y avait à l'est donc des troupes françaises qui se sont fait piéger. Piéger comment? Parce que pour empêcher les Anglais de passer, les Portugais, eh bien, on a fait exploser les ponts, comme on faisait partout. Donc on fait exploser ce pont, et on fait exploser aussi un pont qui est à 500 mètres, qui est le pont sur le Lez. Et ce pont sur le Lez, qu'est-ce qu'il avait la particularité? C'est qu'il donnait accès. On traversait le Lez et après on donnait accès au gué de Bernède, qui est un peu en amont, mais qui est juste Barcelone, où il est à peine à 500 mètres d'ici. Mais là, c'était pas le temps d'aujourd'hui. Désastre complet, de la pluie partout, les ruisseaux qui donnaient sur les rivières, le niveau de l'eau qui montait partout, c'était très difficile à traverser. Cette armée était bloquée, plus de pont, comment faire? Les Anglais étaient derrière. Il y avait un lieutenant, le lieutenant d'Espeignette, qui était d'Aire-sur-Adour, qui était du Mas, et lui qui a dit, écoutez, moi je connais, vous allez me suivre. On va abattre des arbres, on va les mettre sur le Lez et on va passer sur ces arbres-là, on va passer le Lez. Et après, on aurait accès au gué. Et ils ont fait ça en pleine nuit,
ils ont réussi à passer. L'armée française a pu se déployer en direction de Tarbes, puis après sur Toulouse, et il n'y a plus eu d'échanges violents de guerre entre les deux. Mais malheureusement, le maréchal Soult, qui commandait ça, avait reçu les ordres de Napoléon, surtout d'arrêter les Anglais. Bon, sa mission était presque assumée. Et il pouvait aller sur Toulouse tranquillement ou rejoindre Bordeaux. Et c'est ce qui s'est passé donc, à cette époque-là, le 2 et 3 mars 1814. Et je répète, le 5 avril, Napoléon abdiquait. Et c'était fini pour l'Empire français. Bonjour, je m'appelle Marie Fischer, je suis co-gérante au GAEC Bacot à Saint-Sevé. On élève du coup avec mon associé Clément une centaine de chèvres des Pyrénées, une centaine de porcs gascons, 3 vaches bordelaises et puis tout un tas d'animaux en conservation en partenariat avec le Conservatoire des races d'Aquitaine. Tous nos animaux sont en plein air intégral toute l'année. Et comme au départ on est parti de rien, c'est-à-dire ce parc-là qui fait 4,5 hectares, on a récupéré des terres un peu autour, dont la moitié de l'année, on entretient des pâturages sur les berges de l'Adour avec un partenariat de la commune et du département. Donc on a, je pense, une trentaine d'hectares ou une cinquantaine d'hectares. En fait, il y a plein d'endroits où on peut aller, où on va autour de l'Adour. Donc il y a une partie en berge et après le reste c'est des bassins de débordement qui ont été construits au moment où la rocade a été fabriquée. Donc on transforme tous nos produits sur la ferme et on vend tout en direct sur le marché de Saint-Sevé et après dans un magasin qu'on a monté en collectif qui s'appelle l'Atout Fermier, qui se trouve dans la zone d'Escalès, donc c'est vraiment à vol d'oiseau à 300 mètres. On a fait le choix que de races locales parce qu'elles sont plus adaptées au modèle que nous on a, c'est-à-dire le plein air intégral, la rusticité. C'est des animaux qui se débrouillent toute l'année dehors et qui trouvent à manger avec ce qu'on leur propose, donc c'est-à-dire de la ronce, de la prairie, on a de la diversité à leur proposer. Les cochons c'est pareil, ils sont au bois, quand les conditions le permettent ils mettent bas dehors, tout le monde met bas dehors. Pour trouver des fermages ou des partenariats c'est pas toujours évident. Voilà, mais on fait l'entretien et ça permet en fait au département qui dépensait presque 5 000 € par an en tracteur et en broyeur de ne plus du tout passer et c'est nous qui faisons tout l'entretien avec les chèvres. Le lit de l'Adour, c'est-à-dire là où nous nous trouvons, appartient à l'État. Depuis le pont d'Aire sur Adour jusqu'à l'embouchure. En réalité, le fleuve est navigable à la descente depuis Saint-Sevé jusqu'à Bayonne. À la remontée, il est navigable jusqu'à Mugron. Après, par contre, il est flottable, c'est-à-dire qu'on peut lâcher des arbres depuis le pont d'Aire. Là, à la descente, ça allait, mais à la remontée, ici, on a 33 mètres d'altitude. À Mugron, il y a 17 mètres. Donc, sur 16 km, le fleuve descend de 16 mètres. Par contre, de Mugron à l'embouchure, il y a 90 km et il ne descend que de 17 mètres. Alors, quelles étaient les marchandises transportées à Saint-Sevé? À la remontée, donc, peu de choses. Du sel, des poissons de mer, peut-être un peu de sable. Par contre, à la descente, beaucoup de produits. Les vins de Chalosse et de Tursan, qui descendaient à Bayonne par Saint-Sevé et Mugron et par la Midouze depuis Mont-de-Marsan, bien sûr. Des céréales, du blé, de l'orge, du seigle. Du porc salé, du cochon salé. Pourquoi? Parce que, vous savez, le jambon de Bayonne, il n'y avait pas de cochon à Bayonne. Les cochons, ils étaient en Chalosse, en Béarn, etc. Et un peu d'Armagnac. L'Armagnac descendait surtout par Mont-de-Marsan. Voilà ce qu'il y avait sur la navigation. La navigation a disparu au 19e quand la voie ferrée est arrivée. Les cailloux ici, les galets, sont
un peu moins gros qu'à Grenade, un peu moins gros qu'à Aer, un peu moins gros qu'à Mugron, et après c'est du sable, parce qu'il roule, ces galets roulent. Alors, au 19e siècle et avant, il y avait des casseurs de galets. Il y avait des gens qui avaient des marteaux, ils tapaient, ils cassaient, ils mettaient dans des brouettes et ils vendaient avec des charrettes le gravier pour les routes. Au XXe siècle, le propriétaire du lit, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'État. L'autorité qui accordait l'extraction des graviers dans le lit, c'était l'État, la DDE. Ceux qui utilisaient les graviers, la DDE. Ceux qui les achetaient, la DDE ou les départements, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les graviers, les extracteurs de gravier, ils ont sorti tout le gravier du lit. Il y a une anecdote là-dessus. Juste là derrière, il y a une gravière qui est connue par le nom, c'est la gravière Balavoine. Balavoine, c'est le grand-père et l'oncle de Daniel. Parce que Daniel, il est de Pau, parce que son père était ingénieur des ponts et chaussées à Pau. Mais ses grands-parents, les deux grands-parents, grand-père et grand-mère, ils étaient de Saint-Seul. Le fleuve coulait sur les graviers, comme s'il coulait ici. Il y avait, quand le fleuve montait d'1 mètre, l'eau rentrait dans les terrasses, surtout rive droite, sur 2-3 km. Pas rive gauche parce qu'il y a la colline très vite. Et quand le fleuve descendait d'1 mètre l'été, il baissait d'1 mètre sur 3 km. Ce qui veut dire que l'eau descendait et il y avait des millions de mètres cubes d'eau stockée. Quand on a sorti tous les graviers du lit et qu'on s'en est aperçu, c'était déjà trop tard. Le fleuve il coulait sur le substratum, c'est-à-dire sur l'argile, sur la pierre, sur la terre imperméable. Et quand il baissait d'1 mètre, il baissait d'1 mètre sur 80 mètres. C'est-à-dire en 10 minutes, il avait baissé. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, les gravières sont en amont et en aval. On fait des trous à 50 mètres au moins du fleuve pour ne pas que si jamais il part, il inonde. Et ça fait des trous depuis leur gravière jusqu'à Augrey, c'est-à-dire un peu plus loin en aval. Ils avaient un petit train de Coville, une voie ferrée de 60 cm de large, avec des wagonnets, vous savez, qui se versent comme ça. Et il allait chercher le gravier, il le ramenait et il l'expédiait parce que les premiers graviers sont partis sur les routes par chemin de fer. Le pont que vous voyez derrière, c'est le deuxième pont chronologique de Saint-Sever. Je l'appellerai le pont de Pierre. Le premier pont en bois, connu, date du XVIIIe siècle. Il figure sur le cadastre des Bénédictins en 1743. C'est un document qui est aux archives départementales à Mont-de-Marsan. Il était situé, ce pont en bois, à quelques mètres, 50-60 mètres du pont de Pierre. Et moi, à la fin du XXe siècle, on voyait encore les poteaux. À l'époque, pour point de vue circulation, il n'y avait que des ponts tous les 16-17 km. Le pont de Mugron en aval, 17 km, le pont de Grenade, 12 ou 13 km en amont. Maintenant, il y a la 4 voies, bien sûr. Quand ils ont fait une levée de terre avec des énormes buses, ils ont fait ça l'été, bien sûr. Il n'y a pas eu d'inondation, il n'y a pas eu de crue, mais à 3 semaines de la fin du chantier, grosse crue, tout a été emporté. Les piétons passaient par le pont du chemin de fer et ils étaient obligés, il y avait des gardes pour faire passer parce qu'il y avait des trains de marchandises, bien sûr. Et les voitures, elles étaient obligées de passer ou à Mugron ou à Grenade, et les camions aussi. Alors, le troisième pont de Saint-Sever, c'est le pont du chemin de fer qui a été construit par l'entreprise Fourchambault en 1888. Il a servi à la SNCF, enfin à la compagnie des chemins de fer du Midi et à la SNCF après, de 1889 à 2012. Et maintenant, la voie est déclassée. Le pont va servir pour la voie verte qui va, pour l'instant, elle va de Saint-Sever à Dax, mais ils vont relier par le pont du chemin de fer là, Mont-de-Marsan à Dax et Mont-de-Marsan à Agenmont. Alors, et le quatrième pont, c'est le pont de la 4 voies qui a été construit en 2013.
Alors ici nous nous trouvons dans le lieu-dit Le Bac, là sur la commune de Soupros. Bac situé au bord de l'Adour et qui est une maison appartenante à la commune et dont le propriétaire ou plutôt le locataire servait de passeur pour aller avec une barque sur la commune de Toulousette en face. Où nous sommes actuellement, il y avait donc un petit embarcadère où la barque était située et les gens qui voulaient aller de l'autre côté appelaient le passeur qui s'appelait Yo, une brute de 30 kg, et qui les amenait avec son chaland de l'autre côté, donc à l'aide d'une barre, et ils naviguaient sur l'Adour. Ensuite, vous avez vers l'aval, la commune de Toulousette et plus loin, donc Nerbise et Mugron. Et si vous voulez, on va se déplacer après pour voir un peu le paysage. Ici, c'était magnifique. Vous aviez un grand chêne où les gens venaient ici se reposer, s'allonger, qui pouvaient plonger dans l'Adour. L'Adour qui a baissé énormément depuis quelque temps, à la suite des gravières qui ont tiré le gravier dans le lit de l'Adour, ce qui est interdit depuis d'ailleurs. Et le niveau, vous voyez, est vraiment très bas maintenant. Autrefois, il affleurait presque ici le sol. De l'autre côté, donc, la maison du Bac, Marie et Yo servaient à boire quelques chopines aux habitués du coin et qui venaient boire un coup et se reposer et discuter toute l'après-midi là, surtout les dimanches. Il y avait affluence ici dans ce joli coin qui était bien mieux entretenu que maintenant. Quand vous vouliez aller de Soupros à Toulousette, vous arriviez et vous l'appeliez « Yo, Yo, viens me porter, viens me passer ». Et Yo, qui était un gars toujours en train de râler, pousser sa petite gueulante, et il ne voulait pas, et puis quand même, il mettait le vélo dans la barque, il embarquait la personne, et à l'aide de sa rame, qui était une grande perche en bois, il remontait légèrement le courant de l'Adour pour aller apponter de l'autre côté à Toulousette. Il revenait ici, et il continuait son petit train-train, c'est-à-dire ou aller continuer sa sieste, ou aller à la pêche, parce que c'était un bon pêcheur, et si vous vouliez du poisson, il pouvait vous en fournir quelques petites fritures. Les gens le savaient. Et quand vous étiez de l'autre côté de Toulousette pour revenir sur Soupros, il fallait crier à haute voix « Yo, yo !» on l'appelait. Il faisait souvent semblant de ne pas entendre, mais au bout d'un moment, à force de hurler de l'autre côté, il arrivait toujours en maugréant et il remontait le courant, redescendait jusqu'à l'appontement en face et ramenait ici le client sur la berge de Soupros. Ça, c'était son travail de tous les jours, quand il ne servait pas une petite chopine, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, la pêche et dodo, parce que le Yo, qui était quand même, malgré sa grande taille de 1,55 m et de ses 40 kg, allait travailler toutes les nuits chez un boulanger, il allait aider à faire le pain, c'était un mitron. Et dans la journée, il fallait qu'il se repose ou qu'il pêche. Voilà la vie de Yo, le passeur de Soupros. Ah non, 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 ça, le Yo, il ne savait pas nager. Et personnellement, je peux vous dire qu'en traversant, il a déjà renversé plusieurs vélos qui sont tombés dans l'eau. Il fallait après les repêcher avec des barres et des grappins. Et même lui, en étant déséquilibré, est tombé à l'eau et c'est lui qu'il a fallu aller rechercher dans l'eau. Parce que ça, il ne savait pas du tout nager. Alors le port de Mugron a fonctionné pendant de nombreuses années, était le départ de tout le vin du secteur et même jusque dans le Gers. Ils venaient amener le vin ici pour partir à Bayonne et via l'Angleterre, souvent et les pays nordiques. D'ailleurs, vous avez une rue qui s'appelle la rue du Vieux-Port. Dans cette rue, c'était une rue où il n'y avait que déchets tout le long. Déchets de stockage, les gens venaient amener là et de là, ils allaient sur les péniches, quoi. Et ces péniches, donc, elles allaient à Bayonne et elles étaient remontées tirées par des bœufs. C'est pour ça qu'il y avait un chemin de halage tout le long de l'Adour. Voilà, c'est ce qu'on voudrait remettre au jour aujourd'hui pour y faire promener des gens, mais à l'époque c'était pour travailler, c'était pour faire ça. Alors les inondations, j'en ai vu beaucoup. Ce que j'ai vu, c'est celle de 52, j'étais petit mais je m'en souviens très bien. Les gens qui habitent près de l'Adour n'étaient pas surpris parce qu'ils savaient que ça pouvait arriver régulièrement. Chez eux, l'eau n'est jamais rentrée dans les maisons. Ils avaient prévu autrefois jusqu'où on pouvait aller et ils mettaient les maisons, ils les mettaient hors d'eau, si on peut dire. Les chemins étaient coupés, mais les maisons étaient hors d'eau souvent. Et enfin tout le temps d'ailleurs, même en 52. Mais à l'époque, tous les agriculteurs qui étaient voisins de l'Adour coupaient régulièrement le bois et ils nettoyaient uniquement
par secteur. Chaque année, il y avait un nouveau secteur et chacun partageait le bois à tous les riverains qui se trouvaient dans les alentours, quoi. Ensuite, il y avait autre chose qui se passait, c'est que les vaches de tous ces agriculteurs allaient à un endroit qui s'appelle la Saucille. Et là, en passant, effectivement, nettoyer aussi, et sans que personne n'ait à mettre la main. C'était nettoyé uniquement par les agriculteurs du secteur. Voilà, sans engager aucun frais collectif. Hein. Après, quand les vaches ont été, quand on a arrêté d'amener les vaches à cette Saucille, le problème qui s'est passé, c'est que plus personne ne s'en est occupé. Le chemin de halage a été envahi par les ronces, par tout ce que vous voulez, par le bois qui a poussé. Plus personne ne coupait le bois, les vaches ne passaient plus. Ça a été la forêt vierge, quoi. Et là, en 1990, la commune de Mugron j'étais adjoint au maire à l'époque, j'avais fait passer un bulldozer pour refaire le chemin de halage sur ce secteur, pour pouvoir faire marcher des gens, parce que on commençait à parler des sentiers pédestres. Et là, j'avais fait ouvrir ce passage que le conseil général a repris après et qui l'utilise actuellement, quoi, si vous voulez. J'ai commencé à pêcher avec mon grand-père, avec mon père, et je pêche encore, d'ailleurs avec mes petits-enfants maintenant. Et c'est pour ça que je connais l'Adour sur un secteur bien précis, entre le lieu-dit Michel jusqu'au pont de Mugron.